encore une fois, pour tous ceux qui suivent l'économie chinoise, c'est quelque chose comment dire, ça n'a pas commencé hier, ça a commencé il y a quelques années. Même pour les autorités chinoises, ça fait quelques années que le gouvernement explique que les années de croissance à 9-10% par an, c'est fini. Et qu'il faut s'habituer, ce qu'ils appellent, vous savez, c'est le terme qu'ils emploient en chinois, qui veut dire la nouvelle normalité. Et donc, avant, ce qui était normal, c'était on avait 9-10% de croissance, mais maintenant, le nouveau normal, c'est pas ça, c'est plus bas, et ils espèrent que peut-être ça pourra être aux alentours de 5%. Bon, après, on verra, moi, ça me paraît encore ambitieux. Mais il y a alors, simplement, aucune économie au monde ne peut croître éternellement à 9-10%. Hein, il y a un moment où ça finit par ralentir, parce qu'il y a des effets de rattrapage. Hein. Donc au début, c'est facile d'aller vite, d'avoir une croissance très forte, parce que vous rattrapez les autres. Mais une fois que vous rapprochez des niveaux des pays les plus riches, ça devient plus compliqué et la croissance ralentit. Donc c'est tout à fait normal. Et en Chine, il y a plusieurs raisons qui viennent accentuer ça. Il y a la démographie, parce que pendant très longtemps, la population chinoise augmentait. Maintenant, c'est fini. Hein, la population chinoise, elle stagne et elle va commencer à diminuer. Et puis, la croissance chinoise, elle s'appuyait beaucoup sur des investissements, et en particulier dans le domaine de l'infrastructure, ou de l'immobilier aussi. Bon, mais il arrive un moment où vous construisez, vous avez beaucoup de retard, vous construisez des voies ferrées, des autoroutes, tout ce que vous voulez, mais à un moment, vous en avez assez. Bon. Et si vous continuez à en construire, du coup, la rentabilité économique des nouveaux investissements ne va pas être aussi bonne. Alors, effectivement, l'immobilier, pendant très longtemps, c'est un secteur qui est très important pour l'économie chinoise. Les chiffres, vous avez cité 20% du PIB. Bon, il y a des gens qui disent 25%. Bon, mais on ne sait pas très bien. Mais en tout cas, c'est une partie importante du PIB, ça c'est sûr. Et pendant très longtemps, il y avait une demande très forte pour du logement, parce que la population augmentait, parce que le parc de logement était très ancien, les gens étaient mal logés, et puis il y avait un phénomène d'urbanisation très fort. Donc pendant 30-40 ans, il fallait construire beaucoup de logements. Et donc les autorités, il y a un marché qui s'est créé, les autorités ont beaucoup poussé le secteur immobilier, et puis à un moment, les choses ont quand même changé. C'est-à-dire que l'urbanisation, ça s'est un petit peu ralenti. Il y avait de plus en plus de gens qui avaient réussi à acheter des appartements. Les gens, au début, ils vivaient dans des toutes petites surfaces, mais petit à petit, ils ont des appartements qui sont plus grands. Donc tout ça a fait que la demande pour l'immobilier a ralenti aussi. Mais l'offre, c'est-à-dire la construction de nouveaux logements, elle ne s'est pas ralentie. Et donc il y a eu un décalage entre l'offre et la demande. Mais en même temps, tout le monde était très content que les promoteurs immobiliers continuent à construire, parce que ça crée de l'activité économique. Les gouvernements locaux étaient très contents, parce que ça fait des revenus pour eux, ça fait des revenus fiscaux pour eux. Et donc on a continué pendant très longtemps à construire plus que la demande réelle. Et c'est là qu'il y a eu des problèmes. Parce que il y avait de plus en plus d'appartements qui se vendaient pas. Il a fallu aussi, il y avait beaucoup de dettes. Il y a beaucoup de gens et surtout les promoteurs immobiliers qui s'endettaient pour continuer à construire. Et vous vous souvenez sans doute, il y a 2 ans, il y a eu, donc c'était avant la Covid même, il y a eu les difficultés d'un grand promoteur immobilier qui s'appelle Evergrande.
Et ce qui s'est passé à ce moment-là, là, bon, c'était vraiment très, très important, la crise Evergrande. Donc le gouvernement est intervenu, mais pour gérer la crise, parce qu'il y avait beaucoup, c'était une crise, c'était un problème économique, c'était aussi un problème social, parce qu'il y avait des milliers et des milliers de gens qui avaient acheté des appartements sur plan. Ouais. C'est-à-dire qu'ils avaient acheté des appartements qui n'étaient pas encore construits. Et donc, si le promoteur immobilier arrête la construction, les gens, ils ont payé leur appartement, mais ils n'ont pas d'appartement. Non. Donc, c'est un problème, ça devient un problème social et même un problème politique. Et donc, le marché immobilier a commencé à donner des signes de faiblesse. Donc, il y a eu les problèmes d'Evergrande. Et là, on est rentré dans un phénomène, sans employer des mots trop compliqués, mais on est rentré dans un phénomène de ce qu'on appelle des anticipations autoréalisatrices. C'est-à-dire que les gens ont commencé à s'inquiéter du fait que les prix de l'immobilier allaient peut-être baisser. Oui. Donc c'est ce qu'ils anticipaient. Et donc, quand vous anticipez que les prix vont baisser, vous ne vous précipitez pas pour acheter, puisque vous vous dites je ne vais pas acheter aujourd'hui, puisque ça va être moins cher demain. Donc vous attendez demain. Mais si vous attendez demain, il y a de moins en moins de demandes pour aujourd'hui. Donc les prix continuent à baisser et la situation devient de pire en pire. Et puis surtout, à partir du moment où les gens commencent à avoir l'idée que les prix vont peut-être baisser de manière durable, ils anticipent ça et donc ils retardent leurs décisions et du coup la situation s'aggrave. Donc il y a une espèce de spirale de mécanismes qui se met en place et qui est très très difficile. C'est très difficile de sortir de cela. C'est pas très bon. C'est pas très bon pour l'économie mondiale. Alors c'est pas très bon pour les pays qui exportent vers la Chine. Alors, c'est vrai que les pays européens, la France en particulier, on achète beaucoup plus à la Chine qu'on lui vend. Mais on lui vend quand même un peu de choses. Et les Américains aussi, les États-Unis aussi. Et ça, c'est pas une bonne nouvelle pour nous si l'économie chinoise ralentit, parce qu'il y aura moins de demandes, et donc on exportera moins vers la Chine. Donc c'est pas une bonne nouvelle. Mais il y a aussi beaucoup de pays qui vont être très affectés, parce que la Chine est un consommateur de beaucoup de matières premières. Oui. La Chine doit importer beaucoup de matières premières. Et donc, pour tous les pays qui exportent beaucoup de matières premières vers la Chine, donc beaucoup de pays d'Amérique latine ou d'Afrique, ça va être, ou même l'Australie ou des pays comme ça, ça va être... c'est pas une bonne nouvelle pour eux, parce que la demande chinoise va ralentir. Alors, il y a une autre raison pour laquelle ce n'est pas une bonne nouvelle, c'est que la Chine, il y a beaucoup de surcapacité industrielle en Chine. Les capacités de production sont bien supérieures à ce que la demande, ce que le marché domestique peut absorber. Et comme le marché domestique est faible, la demande est faible, qu'est-ce qui se passe ? Les producteurs chinois, ils vont essayer d'exporter, encore plus qu'avant, encore plus. Et donc, même peut-être de casser le prix. Donc, on va avoir certains secteurs où la concurrence chinoise est déjà très vigoureuse et où ça va le devenir encore plus. Donc, c'est ce qui s'est passé, par exemple, il y a quelques années, dans le domaine des panneaux solaires. Vous savez, pour l'électricité solaire, où comme les producteurs chinois produisaient à bas prix, ils ont cassé les prix sur le marché mondial, et en dehors de Chine, pratiquement tous les producteurs ont disparu, ont fait faillite. Donc ça pourrait se passer dans d'autres secteurs. Par exemple, on voit bien aujourd'hui, il y a beaucoup de pression dans le domaine des véhicules électriques. Où il y a des capacités de production en Chine qui sont colossales et bien supérieures à ce que le marché chinois peut absorber. Donc on risque d'avoir une offensive commerciale très forte des producteurs chinois sur les marchés occidentaux.
Je pense que c'est en partie vrai. Donc, on avait et on a déjà fait quelques allusions à cela. On avait un modèle économique pendant très longtemps, où, si vous vous souvenez, je vous ai dit qu'il privilégiait l'investissement par rapport à la consommation. Donc, parce qu'il fallait construire, il fallait investir beaucoup, il y avait des retards à rattraper en infrastructure, etc. etc. Mais ce modèle-là, il commence à moins bien marcher le jour où vous avez rattrapé votre retard, parce que les nouveaux investissements que vous faites, ils deviennent de moins en moins rentables. Et la Chine a atteint ce point-là il y a déjà un petit moment, il y a déjà quelques années. La rentabilité des investissements nouveaux diminue, et comme il y a de plus en plus d'investissements qui sont financés par de la dette, vous finissez par avoir des problèmes financiers, parce qu'il y a de plus en plus de dettes dans le système. Et donc, il finit par y avoir des problèmes parce que les entreprises sont trop endettées, etc. etc. Donc, il faut effectivement, aujourd'hui, il faudrait sans doute changer ce modèle-là et réussir à augmenter la consommation par rapport à l'investissement. Mais c'est facile à dire, mais c'est pas si facile à faire. Parce que l'économie, elle est faite pour fonctionner avec beaucoup d'investissements. Et c'est lié à la politique, et c'est lié à ça. Enfin, il y a beaucoup de problèmes qui sont liés à ça. Par exemple, puisque ce que je viens de vous dire, ça s'applique vraiment à l'immobilier. Donc, l'immobilier était un moteur très important pour la croissance économique, et maintenant, il y a de moins en moins de demandes pour l'immobilier. Donc, il faut que ça s'ajuste. Mais le problème, c'est que avec toutes ces années de croissance de l'immobilier, il se trouve que les gouvernements, les autorités locales, c'est-à-dire les gouvernements des provinces ou des grandes villes, se sont servis du marché immobilier pour se financer. Donc, une source très importante de leurs revenus, c'était d'origine, ça avait pour origine le secteur immobilier. C'était la vente de terrain ou les taxes sur les ventes de terrain ou des choses comme ça. Donc, si l'immobilier ralentit, ça veut dire que les gouvernements locaux ont moins de revenus. Et donc, ils commencent à avoir des problèmes financiers. Et ça, comment vous faites ? Donc, ça veut dire qu'il faut repenser complètement le modèle de financement des autorités locales. Et ça, c'est pas facile. Ça peut pas se faire en 3 jours. Donc, les autorités chinoises sont conscientes de tout cela. Mais on peut pas trouver les solutions tout de suite. Et de toute manière, il faudra à un moment. Il y a beaucoup de dettes, et la dette ne pourra pas être entièrement remboursée. Donc ça veut dire qu'il y aura des pertes. Et ces pertes, il faut les répartir. Donc à la fin, qui va payer ? Est-ce que c'est l'État central ? Est-ce que c'est les autorités locales ? Est-ce que c'est les consommateurs ? Est-ce que c'est les banques ? Mais ça, c'est un problème compliqué. Et c'est un problème politique également. Donc tout le monde voit le problème. Tout le monde dit, effectivement, vous avez raison, tout le monde dit, oui, le modèle économique, il est un peu essoufflé, mais personne n'a vraiment les idées très claires sur le nouveau modèle, et surtout comment passer de l'ancien au nouveau. Et c'est ça qui est difficile.